bonsoir. J'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine. C'est sur les questions socio-politiques de notre pays, qui aujourd'hui a le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, qui est le président du Front citoyen pour la République. Y a-t-il une crise au sein du rassemblement? C'est cette question qui va nous donner donc les grandes lignes de notre magazine du jour. Honorable, bonsoir. Bonsoir, merci. Justement, est-ce que, en deux mots, donc à titre introductif, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre l'AR, le G7 et l'UDPS sur ces crédits? Non, il ne se passe aucun problème et il n'y a aucun différent. Il faut affirmer que la question a été la question de transition sans Kabila. Et de ceux qui croient qu'il faut aller avec Kabila jusqu'aux élections a été débattu au cours du Conseil des sages, du Conseil des sages du Rassemblement. Vous avez parlé d'elle, non, ce n'est pas elle. Il n'y a qu'un seul rassemblement que dirige le ministre qui dit. La question a été posée, examinée. Il y a ceux qui pensent qu'il faut une transition sans Kabila. Mais le G7 a quand même écrit pour demander des précisions, des explications, le mode opératoire d'un tel schéma. Rappelez-vous que le secrétaire général de l'UDPS a déclaré dans les médias que si le premier Jean-Marc Kaboun, que je respecte beaucoup, qu'en janvier, le 1er janvier, si le président Kabila est en fonction, il démissionne. Il est en fonction jusqu'aujourd'hui. Alors nous avons demandé le mode opératoire. Comment est-ce qu'on va faire une transition sans Kabila? Alors que le calendrier électoral est déjà sorti, avec toutes les difficultés et contraintes que nous, tricheries et autres que nous connaissons, les élections devaient se tenir en 2017, conformément à l'accord. M. Kabila nous a dribblés. À partir même encore, il a monté le gouvernement Tchibala. Pour nous, c'est un gouvernement qui existe, que nous ne reconnaissons pas, mais il est de fait, il est là. Il a monté SNSA, contrairement à l'esprit de l'accord, mais pour nous, nous ne reconnaissons pas, mais de fait, Olenga Nkoy est président du Conseil, il pose les actes. Le problème pour nous, c'est la décrispation. Alors, maintenant, en 2017, nous avons été dribblés, mais les Américains, n'oubliez pas que M. Kabila, après la mort de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, son père, a été désigné comme président de la République par les Blancs, les Occidentaux. Il ne faut pas rêver. Et vous avez vu au lendemain de sa désignation, investiture, il a fait le tour de l'Occident pour remercier ses maîtres qui lui ont donné le pouvoir. Mais dans la logique que le monde est un village. Attendez, ce n'est pas tellement ça. La Constitution, il nous a dribblés dans la Constitution parce que les élections devaient avoir lieu en 2016. Nous sommes allés dans les négociations de l'accord de la Saint-Sylvestre, on a donné un bonus d'une année. Et cette année-là, il nous a encore dribblés. Et c'est politique, et c'est normal. C'est question d'imagination et des rapports de force. Mais cette fois-ci, les maîtres du monde sont venus lui offrir une année. 2018, nous ne sommes pas réunis. Ce sont les Américains, les Européens qui ont dit, monsieur, ils ont constaté qu'on a trop tergiversé. 2018, il faut organiser les élections. Et ils donnent une date, le 23 décembre. Je vous interromps pas, mais votre discours frise un peu le néocolonialisme, honorable. Non, c'est plutôt la globalisation. L'interdépendance, c'est le monde est devenu planétaire. Vous remettez en cause, au travers de vos propos, la souveraineté même de notre pays. Même les États-Unis ne sont pas totalement souverains. Vous savez ça? Parce qu'il y a d'autres puissances aussi. Même l'Union soviétique n'est pas totalement souveraine. La politique au niveau international, c'est un problème des rapports de force. Souveraineté, oui. On vous reconnaît comme un État, oui. Mais le rapport de force, c'est Niki qui est venu débloquer le calendrier électoral. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Moi, je parle de choses réelles, je ne veux pas rêver.
Donc, maintenant, le problème, c'est que Niki a offert une année gratuitement au président Kabila. Et nous nous sommes tous tus. Nous pouvions refuser. Et on nous a donné cette orientation pour que M. Kabila termine, les élections s'organisent le 23 décembre. Et ça, c'est l'accord qui le dit, conformément au le calendrier électoral publié par la CENI, conformément à l'accord. Vous allez avancer. L'accord avait consacré, donc avait accordé un délai d'une année pour pouvoir organiser les élections. Donc ça devrait se limiter au 31 décembre 2017. Et dépasser ces délais, maintenant c'est la tripartite qui a statué pour cette année que nous avons ici. Non, non, la tripartite n'a pas statué. C'est Niki qui a imposé cette année 2018. Et je veux vous dire... Moi, je parle d'une manière officielle. Non, non, l'officiel est l'officiel de couverture. Mais les faits, c'est les États-Unis qui ont imposé le schéma. Je vois les États-Unis, le monde occidental qui a imposé un schéma. Bon, non, laissez-moi continuer mon raisonnement. Parce que là, les gens risquent de ne pas comprendre. Maintenant, les élections sont annoncées. L'accord est soutenu par notre peuple, par l'Église catholique, aujourd'hui protestante, communauté musulmane, ce qui est une très bonne chose, soutenu par la SADC, soutenu par l'Union africaine, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies a même pris une résolution à cet effet. C'est un instrument international important pour nous qui donne la voie de sortie à M. Kabila parce que l'accord lui interdit de se représenter, d'organiser le référendum ou de réviser la Constitution. Mais quand vous nous dites transition sans Kabila, vous avez vu au Burkina Faso, le peuple a réussi à renverser Blaise Compaoré, mais le général Diandéré a fait un coup d'État. S'il avait réussi, il pouvait instaurer une dictature. Vous dites transition sans Kabila. Et si, je ne sais pas comment vous allez réussir à faire ça, et si ça réussit, mais un autre général peut dire, mais comment le pouvoir peut partir ainsi? Non, je crois que la voie royale, c'est la voie électorale conformément à l'accord, et comme il y a l'appui de l'Église. Parce que M. Kabila a presque achevé le rassemblement. Avec non. Il a presque achevé le rassemblement. Et le sursaut de force que nous avons aujourd'hui, c'est l'Église catholique. C'est le CLC. Le comité laïque. Voilà. Mais justement, je reviens. Lorsque vous parlez que nous allons organiser, vous insurgez contre l'idée, selon laquelle il faut instaurer une transition sans Kabila. Vous dites que ça va se faire par quels moyens, mais la disposition, donc l'article 5 de notre Constitution consacre la souveraineté à la population congolaise. Vous minimisez la puissance ou bien la force que peut faire la population congolaise dans son ensemble. Non, je ne minimise pas. Mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme décrète que le Congo est devenu un abattoir. Dans l'histoire de l'humanité, on va jusqu'à larguer une bombe lacrymogène dans les lieux sacrés de l'Église. Abattre des chrétiens comme des gibier à bout portant. Mwanaputu dit, Roski a été atteint par des balles en caoutchouc, mais Roski est mort, monsieur. Il ne faut pas nous raconter votre vie. Il est mort. Non, ce n'est pas c'était pour défendre son chef, légitime défense. Non. Donc, nous sommes devenus un abattoir. Et il ne peut pas le dire comme un bon enfant qui raconte l'histoire. Mais c'est pour vous dire que face à cette situation, sincèrement, on ne doit pas hésiter. Alors, si l'objectif ultime est celui d'organiser les élections d'ici le 23 décembre 2018, donc de cette année en cours, à quoi ça sert d'organiser le match? À quoi ça servirait nous nous conformons à la Constitution. La Constitution exige que lorsque ça ne va pas, il y a le fameux problème de la machine. La finalité, c'est la non, mais la finalité est là, l'État est démocratique et nous exerçons nos droits démocratiques conformément à la Constitution. Vous n'allez pas me dire arrêtez.
Alors, l'honorable Jean Bertel Ouanga, j'aimerais vous poser une question et je souhaite à ce que vous puissiez aussi répondre à cela d'une manière aussi directe à chaud. Oui ou non? Vous allez me répondre oui ou non. Donc, oui ou non, l'accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué? Oui ou non, l'accord. Ben, pourquoi je dois répondre oui ou non? Justement. Ben, il a été injustement appliqué. Donc, l'accord a été appliqué, oui, mais d'une manière partielle. Oui, en quelque sorte partielle, parce que je vous ai dit, le gouvernement Tibala est là. Nous, on ne reconnaît pas, mais il est là, devant nous, il fonctionne. Mais maintenant, là où vous êtes... Mais notre problème, s'il vous plaît, notre problème, pour nous, c'est la décrispation politique pour qu'on aille aux élections. Décrispation politique, ça veut dire quoi? Il faut libérer les prisonniers politiques, Mouyambo, Jean-Claude, Diomi Ndongala, Franck Diombo et les autres. Cesser avec le dédoublement des partis politiques, libéraliser les activités politiques, les libérer. Les médias d'État doivent être à la portée de tout le monde. Les retours de Moïse Katumbi Tchapé, votre candidat. Je finirai par le retour impératif de Moïse Katumbi, de Mboussa Nyamous et de tous les autres Congolais qui se trouvent dans cet État pour que, dans l'union de cœur, nous puissions organiser des élections pour préparer un avenir. Mais certaines langues estiment que votre combat aujourd'hui se résume par ces points-là. Les autres, ce ne sont que de faits subsidiaires à que vous essayez un peu de bondir pour essayer un peu de maquiller votre motivation principale, qui est celle du retour de Moïse Katumbi Tchapé. Non, ça c'est une très mauvaise interprétation. Moïse Katumbi peut rentrer aujourd'hui, et s'il y a des doublements de partis politiques, ça sert à quoi? Moïse Katumbi rentre aujourd'hui, il ne peut pas tenir un meeting. Ça sert à quoi? Moïse Katumbi rentre aujourd'hui, on ne peut pas parler de lui à la RTNC. Ça sert à quoi? Donc, ça, ce sont des échappatoires. Notre ligne politique est claire pour le G7 et AR. La préoccupation pour nous, c'est la décrispation. Nous ne cherchons pas à devenir ministre ou à être membre du CENSA, mais qu'on décrispe pour que le 23 décembre, il y ait élection et que M. Kabila fasse une passation civilisée des pouvoirs, comme l'aime bien dire Mendeo Malaka. Voilà, donc Kabila doit sortir par la grande porte, c'est ça votre motivation. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que vous êtes engagé dans deux voies diamétralement opposées. C'est là où le bas blesse entre vous, donc l'AR, le G7, l'IDPS, donc le parti phare même de votre plateforme politique. L'IDPS demeure, défend une position mordicus que Kabila doit partir, et vous, il faut que vous relativisez le fait. Ne craignez-vous pas que demain, le divorce puisse être effectif? Bon, le divorce sur quel point? Parce que le RASOP, ce n'est pas une plateforme électorale. C'est une structure de combat. Maintenant, l'UDPS veut organiser son congrès pour préparer l'élection de son candidat qui se trouve être véritablement Félix Tshisekedi. AR et le G7 se préparent pour que Moïse Katumbi soit notre candidat. Plusieurs candidats dans l'opposition. Est-ce que nous aurons un candidat commun? Je ne sais pas. Avec le temps, peut-être. Mais maintenant, le RASOP, qui est une structure de combat, nous sommes à 9 mois des élections. Il faut que les gens se préparent pour les élections. Est-ce qu'il faut parler de divergence? Moi, je ne crois pas. Le RASOP, est-ce qu'il est à mesure de gérer toutes les contradictions? Mais je vous dis que les deux tendances ont été avalisées par le Conseil des sages. Ce que j'ai dit ici, Kabound le sait. Il connaît notre position. C'est comme ça. Et nous connaissons la leur, lui et mon collègue Fayoulou. Donc, au niveau du Conseil des sages, il n'y avait pas d'intercelle. Non, il n'y en a pas. Nous allons nous retrouver. Le chef n'a pas tranché, parce que le chef a vu que les deux thèses pouvaient se compléter, alors nous évoluons. Les deux thèses pouvaient se compléter. Alors, lorsque l'UDPS déclare d'une manière officielle que nous allons plus servir de marchepied à un quelconque parti politique du pays, comment interpréter cette déclaration? Est-ce que l'UDPS se sent trahi par vous? Donc, AR et G7. Je crois que l'UDPS est trahi par elle-même. L'UDPS passe et vit des moments difficiles aujourd'hui. C'est mon parti, moi, c'est là où j'ai commencé. Moi, j'ai connu l'UDPS avec
le gros de tous ses fondateurs. J'ai commencé l'UDPS à 83, tout jeune turc que j'étais. 2 ans après sa création. Et nous sommes allés à la conférence nationale souveraine lorsque Tshisekedi est élu Premier ministre. Il m'a choisi comme conseiller politique. Dans le pool politique, notre principal, c'était Maître Mukendi. Vous connaissez, là, le bâtonnier. Nous avons évolué, je connais bien la maison. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'UDPS traverse des moments de croissance difficiles. Mais je pense qu'ils doivent faire surtout le rappel de troupes, que d'intimider les gens. On ne servira plus de marchepied. Non, je ne conseille pas ça. Parce que chaque groupe se prépare. La majorité se prépare. l'UDPS doit se préparer. L'UDPS est une grande force politique dans notre pays. L'UDPS, sous président Tshisekedi, a produit 40 députés à l'Assemblée nationale. Ils doivent se préparer. Nous allons vers la bataille, mais le rassemble restera toujours parce que chaque fois que nos amis de la majorité chercheront à bloquer la machine, nous nous retrouverons encore pour chauffer la marmite, et après chaque enfant se prépare pour arracher le fruit. Vous êtes un produit de l'UDPS, vous venez bien de le dire, très proche du feu, donc Étienne Tshisekedi. C'est mon maître. C'est votre maître, c'est votre maître. Alors, l'accord politique de la Saint-Sylvestre a été considéré par d'aucuns comme étant les testaments politiques d'Étienne Tshisekedi. Parce que c'est l'expression de son tout dernier combat politique. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a comme l'impression, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu de marcher sur sa mémoire. Je m'explique. La question de la désignation du Premier ministre était le point focal qui bloquait la machine. Aujourd'hui, vous avez été roulé et Tchibala a été choisi comme il avait été choisi et la disposition de la... Il a été choisi, mais aujourd'hui, il est éteint. Vous l'avez contesté, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que vous voulez fermer les yeux face à cette violation grave. Non, c'est politique, c'est hautement politique. M. Kabila nous a dribblés, il faut le reconnaître. C'était un problème de rapport de force. Il nous a dribblés parce qu'il avait au sein du rassemblement des alliés sûrs. Il a retiré un gros nombre. Et il faut dire que le départ de nos amis nous a fortement affectés, en plus de la mort de notre leader charismatique. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous intéresse plus. Le CNSA, on doit laisser mon oncle Oren Bangoy continuer. Ça ne nous intéresse plus. Nous, c'est la décrispation qui donne les chances à tout le monde à aller aux élections pour qu'il y ait le changement et un nouveau président arrive. Et le nouveau président, moi je vous dis que si les portes sont largement ouvertes, le terrain pour Moïse Katumbi n'aura pas assez d'obstacles. L'AR a été convié à la CENI pour s'imprégner de nouveaux instruments électoraux, notamment la machine à voter. Et juste après, vous avez, au sortir même de cette rencontre, vous avez à rejeter la machine à voter. Voyez-vous pas que vous tenez à l'échéance du 23 décembre d'un côté, et puis de l'autre côté, au travers de cette position de rejet, ça risque de tirer les choses à longueur. Non. Nous sommes allés rendre visite à M. Nanga et son équipe. Mais il faut souligner une chose, c'est qu'il faut féliciter ces gens. Il faut être honnête quelque part en politique. Nanga fait un grand travail. Dans les conditions difficiles, il a fait enrôler 46 millions de Congolais, même s'il y a des doublons. On va en parler après. Mais la question qu'on se pose, c'est la fameuse machine à voter, même à tricher, même à voler. Il nous a soumis sous expérimentation, nous avons vu la machine, mais on lui pose une question. On a commencé l'élection à 7 h du matin. Et à 13 h, l'élection s'arrête à 17 h. À 13 h, la machine tombe en panne. Les conditions de temps, climat, ainsi de suite, la batterie, la machine pète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, au moins chaque bureau aura 2 machines, au moins. Ok. Mais comment vous allez accéder aux données de la machine en panne? Il dit non, il y a une puce. Vous retirez la puce et on reconnecte dans la seconde machine. Nous avons dit justement, la tricherie c'est à ce moment-là. Lorsque la puce est retirée, vous pouvez l'introduire dans un autre
une autre machine à vous, spécifique, vous remplissez d'autres données, vous effacez ou vous changez tout. C'est dangereux pour nous, nous ne pouvons pas accepter. Il a dit qu'il n'y avait pas le système de réseautage, c'est-à-dire la interconnexion. C'est faux, on a vérifié, le système existe. C'est-à-dire qu'on peut vous voter 1000 fois ici, mais ce qui est transmis, c'est autre chose. Donc la machine présente beaucoup de faiblesses. Nous avons dit, monsieur, félicitations pour l'enrôlement, c'était une très bonne chose. Là, il faut reconnaître la capacité technique, je dirais même patriotique, de M. Nanga et ses hommes, mais du côté de la machine à voler, à tricher, à dribbler, à air comme le G7, nous avons dit qu'il faut jeter dans la poubelle. Heureusement, on a évacué presque toutes les poubelles de Kinshasa, mais on peut rejeter ça dans les poubelles. Le gouverneur Kimbuta viendra le jeter. Alors, si vous venez après de lui joindre, donc je rappelle que votre magazine ici sur ce plateau, l'honorable Jean-Bertrand Ewada, président du Fonds citoyen pour la République, parti membre donc de l'alternance au pouvoir, donc pour l'alternance pour la République, on allait dire. Alors, honorable, ça commence à ça fait un peu peur de vous entendre un peu considérer Nanga d'un patriote, lorsque hier vous tenez à ce qu'il y ait la refonte de la CENI, et puis l'accord même aussi, il avait, s'il faut le dire ainsi, préconisé. Mais aujourd'hui, la question, la problématique, bon, on a comme l'impression, vous semblez mettre de côté cette question aussi majeure. Non, vous avez raison. J'ai dit que sur l'État, le travail réalisé par Nanga, il mérite un coup de chapeau. Mais quid de la question de la réponse les considérations morales, politiques, c'est autre chose. Parce que le plus grand nombre, le travail, il est physique, mais les intrigues, c'est invisible. Mais les gens, beaucoup de gens redoutent la personnalité de M. Nanga. Ils considèrent qu'il ne sécurise pas, il ne garantit pas. Et cette phase, vous avez suivi, le président de l'Assemblée nationale a même demandé que M. Kalamba, le rapporteur, quitte. Maintenant, les églises travaillent pour que M. Nanga se retire également. Alors, vous voyez, la machine, et cela n'empêche que pour un acte qui est bien fait, qu'on le félicite. Vous acceptez d'aller aux élections au moment où vos préalables ne sont pas encore assurés. Et ça craint maintenant, vous risquez de donner le pouvoir au dauphin, que ça sera M. Kabila. Non, M. Kabila a plutôt beaucoup de difficultés pour trouver un dauphin. J'ai pitié de lui. Parce que le dauphin en question sera dévoré par des loups et des lionceaux qui entourent la cour de la majorité. Et la majorité va imploser. Qui ça? L'ancien Premier ministre. Matata. Non. Mujito. Mujito ne sera pas le candidat de la majorité. Non. Vous reviendrez avec moi. Je ne sais pas d'autres que je puisse citer. Et les échos qui nous parviennent, ils sont nombreux, qui ne seront pas du côté de la majorité. Il y a même certains qui nous ont dit qu'ils attendent que Kabila devienne le président du PPRD pour claquer la maison, parce qu'à ce moment, il n'est plus autorité morale. Donc ils ont beaucoup plus de problèmes que nous. C'est pourquoi, face à ces problèmes, ils ont imaginé la machine à voler, la machine à tricher. Bon, revenons au fait. Vous acceptez d'aller aux élections avec la même configuration de la CENI? Non, je n'ai pas dit ça parce que je venais de vous dire que Kalamba doit être retiré. Et je venais de vous dire que dans les coulisses, les églises de travail, il faut qu'on retire également Nanga. C'est-à-dire que l'essentiel pour nous, c'était d'obtenir les 46 millions des enrôlés. Maintenant, avec ça, nous pouvons amener, même les étrangers peuvent venir. Avec nous, on organise les élections parce que le gros 80% du travail a été réalisé. Alors, je voudrais vous poser la toute dernière question par rapport à ces chapitres. Votre candidat donc est connu, c'est Moïse Katumbi, et il est aussi connu que Moïse Katumbi ne s'était pas fait enrôler, il n'a pas sa carte d'électeur, donc d'office il est écarté. Il n'est pas écarté, la loi. Processus électoral. La loi dit qu'on peut adhérer le même jour. On peut adhérer le même jour. Alors, honorable, il y a aussi une question qui nous concerne, nous étant congolais, c'est la question de la révision du nouveau code minier.
Aujourd'hui, au moment où nous réalisons cette émission, le président de la République a reçu donc en audience les opérateurs du secteur minier. Et cette question aussi fait couler beaucoup d'encre. Et ça, on a comme l'impression la République démocratique du Congo n'est pas libre parce que le minier s'insurge contre les intérêts de la nation. Donc voilà, quel bémol allez-vous mettre dans cette affaire? D'abord, toutes les souffrances que nous accumulons aujourd'hui, c'est à cause de nos richesses. Aujourd'hui, il y a des pays voisins qui se développent avec les richesses du Congo. Beaucoup de sociétés minières, l'argent ne rentre même pas dans le trésor public. Donc, moi, je suis autorité budgétaire. Le cobalt augmente de prix, mais vous ne verrez pas ça dans le budget. Qui bouffe cet argent? Ce n'est pas seulement les Blancs. Il y a des complices nationaux. Et je crois que l'idée de cette révision, j'ai suivi Yuma, le PDG de la ADG de la GECAMINE, le PCA de la GECAMINE, président de la FEC aussi. Président de la FEC. La pertinence de la démarche. J'ai suivi un compatriote qui s'occupe d'expertise de ressources, de matières précieuses. Il s'adressait dans un forum où il a dit, mais vous condamnez les Congolais, bien sûr, mais les Belges ont installé une usine au Rwanda, les Britanniques, également, sûrement les Américains en Ouganda. Les minéraux de guerre du sang est vendu retraité dans ces pays-là. Pourquoi vous ne punissez pas ces sociétés? Donc les sociétés minières contribuent également à notre misère. Si au niveau des autorités, M. Kabila, il y a un sursaut de patriotisme pour recadrer toutes ces richesses, nous ne pouvons que saluer. Mais il doit y avoir, on doit savoir tout ce qui a été payé avant c'est parti où, parce qu'il y a eu trop de scandales que nous ne pouvons pas relever aujourd'hui. Les moments venus, on poursuivra tous qui vont bouffer cet argent de la République. Donc voilà, il y a cette nécessité. Et pourquoi le faire maintenant? Ça est aussi une question. Le faire maintenant, pourquoi? Intimider les investisseurs qui donnent de l'argent pour qu'on aille aux élections et on essaie de corrompre les gens, c'est aussi possible. Donc nous disons que l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais nous voulons que les cobalt augmentent de prix, les coltans augmentent de prix, mais on ne ressent pas ça, les Congolais ne sentent pas ça, les Congolais est en train de s'appauvrir de plus en plus. Une tonne de coton, c'est dans les aujourd'hui, suite à l'embellie de matière première, c'est dans le 95 000 $. Vous vous rendez compte? Donc voilà, justement, toujours dans le même ordre d'idée, il s'est tenu du 26 au 28 à Abuja, donc la capitale nigériane, une grande conférence sur le lac Tchad. Le lac Tchad s'est rétréci des 90. Il va disparaître. Il va disparaître. Alors, la conclusion de cette conférence était quoi? Venir prendre l'eau du fleuve Congo pour essayer un peu de venir en aide à tout ce pays-là. C'était d'une manière unilatérale. Peut-on dire ici, honorable, que la guerre de l'eau est à la porte de la République démocratique du Congo? Vous avez bien dit, il y a 20 ans, un Belge m'avait dit en Bandaka, il dit, Monsieur Wanga, avec le désert qui arrive, vous croyez que tous qui sont au nord là-bas, ils vous viendront vous envahir ici? De gré ou de force, ils vont entrer ici. Et nous vivons le cas de Bororo, qui sont venus avec force. Je ne parle pas de vaches qui se promènent, on nous dit que ça vient... Ils sont au Kangalonjo avec des longs corps. Je ne vais pas parler de cette question. Non, la guerre a commencé. Il faut que le politique congolais anticipe déjà. Nous ne sommes pas comme la Amazonie. La configuration géomorphologique de la Amazonie, ce sont des sources intarissables. Alors qu'ici, chez nous, dans le 1 de poumon de l'humanité, c'est le marécage alimenté par quelques sources d'eau. Si vous videz les eaux du fleuve, nous sommes menacés par le désert de Kalahari. C'est ça le plateau de Bataké. Allez déjà à Lubumbashi, on sent le désert venir. Des gens dans le Kasaï, certaines parties sont devenues désertiques. À l'équateur, vers le nord, Ubangui,
vers le sud-ouest de Gemena. Mais on sent le désert arriver. C'est-à-dire que les Sahara et les Karali vont se croiser ici chez nous. Donc, j'ai été avec Vital Kamerhe, il a fait une réflexion. Vital Kamerhe pense qu'au lieu de soutirer les eaux à partir de l'Ubangi, parce que si le Congo s'entête, ils peuvent planter les canaux en Centrafrique, ils peuvent planter les canaux à partir des canaux, pour évacuation d'eau, à partir des Brazza. C'est Brazza, mais les eaux, les gros des eaux viendront de chez nous. Mais c'est placé là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui est malheureux, c'est que le Congo était absent. L'idée, c'est, j'ai parlé de Vital Kamerhe a proposé à l'époque qu'on aille à Mwanda, à partir de Boulambemba. On a tracé ces 600 km pour atteindre le lac Tchad. On peut pomper de l'eau qui sont déversées dans l'océan avant que ça ne tombe dans l'océan et évacuer ça par des machines jusqu'au lac Tchad. C'est 50 000 mètres cubes par seconde, on dit que c'est... Oui, c'est énorme. Mais non, il n'y a pas que lac Tchad. L'Angola a des problèmes de manque d'eau. La Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, vous avez suivi au Cap, il n'y a pas d'eau. Mais il faut aussi créer un canal à partir du côté de l'Angola qui doit amener ses eaux jusqu'en Afrique du Sud. Donc nous avons une position géostratégique de la centralité en Afrique. Le leadership devait être clairvoyant et à même de prendre en main tous ces dossiers et faire du Congo une force incontournable. Mais voilà, des conférences comme ça, les souverainistes du Congo ne sont pas là. C'est très grave. C'est très grave. La toute dernière question, honorable. Comment interprétez-vous ces balais diplomatiques qui s'observent ces derniers temps en République démocratique du Congo? Le président angolais, le président de la République du Congo, et puis Ali Bongo, et le président zambien, le président Kabila est en déplacement. Quelle interprétation allez-vous donner à ces balais diplomatiques? Ça peut être le signe de la fin. Signe de fin de règne. Mouzé, et l'histoire se répète, le maréchal Mobutu, le même balai avait continué. L'Américain est venu jusqu'à lui dire, monsieur, si tu ne quittes pas, on va... Charson a dit, on va traîner votre corps sur le riz de Kinshasa. Mouzé, même le Mozambicain est venu, Tiziano, je crois, simplement, oui, c'est lui, qui est venu pour lui parler à l'oreille. Il faut noter une chose, c'est qu'il faut que le président Kabila lise les signes de temps. Son pouvoir, les piliers, c'était l'Angola, Dos Santos. Nous savons qu'à Mouzemer, Dos Santos a amené 7000 hommes ici dans la ville de Kinshasa pour sécuriser la ville. Nous sentons l'implication de Zimbabwe, Mugabe, ici. Et puis nous savons toutes les complicités avec Zuma, connues de tous. Mais les dinosaures ont disparu à la fois. Et tous ces décors-là ont disparu. Le discours du président botswanais, c'est un discours rare. Les souverainistes ont même réagi. Ce sont des signes de temps. Et je crois que M. Kabila, lorsqu'il est seul, je crois qu'il s'est dit qu'il doit prendre les dispositions pour partir. Et le moment est arrivé pour partir parce que nous ne voulons pas vivre les aventures de Samuel Doe, parce qu'il ne faut pas seulement craindre l'ennemi qui vient d'ailleurs, une rébellion qui viendrait d'ailleurs. Mouzé n'a pas été éliminé par une rébellion venue d'ailleurs. C'était une révolution de palais. Parce que les gens qui pleurent, il n'y a pas que nous, même ceux de la majorité. Vous avez dernièrement suivi un des gardes du corps du président, Kabila, tel qu'il s'est adressé à la presse, dans les médias, comment ils vivent au niveau de la garde républicaine. Bon, tout ça, nous n'accepterons plus que les sang coulent au sommet de l'État. Parce que la mort de Mouzé a laissé une plaie dans nos cœurs. Profitez aussi pour placer votre mot de clôture. Le mot de clôture, c'est que nous disons qu'il n'y a pas de divergence entre nous au niveau du RASOF.
Parce que ce que je dis est connu de tous. Et ce qu'ils disent est connu de nous aussi. Le problème pour nous, et à un certain moment, on a dit que les deux thèses pouvaient se juxtaposer et produire presque les mêmes effets. Mais nous pensons que nous nous préparons pour les élections. C'est la voie royale pour que Kabila sorte dignement. Et il faut l'aider à sortir. Et toutes ces visites, toutes ces pressions vont l'aider à sortir pour qu'il y ait un autre président le 24 décembre 2018. Voilà. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, nous voici donc au terme de notre numéro du jour. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. Et c'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir.